La langue action, en fait, c'est très simple, c'est né de la nécessité de transmettre plus rapidement le résultat de nos recherches. Ce qui est bien, c'est que, en fait, ça s'aligne avec mes objectifs de recherche aussi en tant qu'enseignant-chercheur. C'est quelque chose que je pourrais faire parce que, c'est pas que je suis la seule, mais je suis parmi les rares personnes à pouvoir le faire. Donc ça m'enlève un peu mon syndrome de l'imposteur. Quand on est chercheur dans le public, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a un nom, la Deep Tech. Des femmes et des hommes qui, un jour, ont eu ce déclic et se sont dit « pourquoi pas moi ?» Mais ils ne l'ont pas fait seuls. Un proche, un professeur, une rencontre parfois, les ont convaincus de se lancer dans l'aventure. Dans cette saison 2 du Déclic Deep Tech, à chaque épisode, un invité vous présente son ou ses personnes déclic. Découvrons-les ensemble. Le Déclic Deep Tech, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs, en partenariat avec BPI France. Chers auditeurs, bonjour à tous. Je m'appelle Laurent Simon, journaliste pour The Meta News, et bienvenue à cette saison 2 du Déclic Deep Tech. Alors, évidemment, je ne suis pas seul, je suis en présence de Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors Charlotte, on va parler de vous, on va parler de votre déclic, puisqu'on a choisi ensemble un déclic, quelqu'un qui a incarné finalement ce projet que vous allez nous présenter, qui s'appelle Longue Action, mais on va aussi parler de vous, de votre parcours, parce que vous avez un parcours original, un parcours qui commence à l'école hôtelière, enfin au lycée hôtelier plus exactement, pour finir aujourd'hui dans les sciences cognitives, la linguistique. Comment ça s'est fait tout ça ? Alors vraiment, pour le coup, j'ai l'impression que c'est pas que je me suis laissée porter, mais j'ai toujours été assez attentive aux opportunités. Donc en fin de collège, j'avais une amie qui me disait tiens, moi je vais aller faire le lycée hôtelier parce qu'il y a plein de choses à apprendre, et etc. Et j'ai fait tiens, qu'est-ce que j'ai à y gagner ? Ah oui, ça me paraît bien, je vais aller au lycée hôtelier. Et puis en fait, au bout d'un an, même pendant cette année, j'ai un prof de français qui me disait tes analyses, elles sont vraiment intéressantes. Est-ce que tu es sûre de vouloir continuer dans les métiers de l'hôtellerie ? Et je l'ai vu comme une opportunité de me réorienter vers le parcours général. Et j'ai dit, non, tiens, je vais tenter de repartir dans la littérature. Et tout ça, c'est vraiment une suite d'événements comme ça. C'est-à-dire, je suis partie en linguistique parce que j'ai eu des cours d'option de linguistique où je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je vais partir vers ça. Et j'en arrive là, un peu... par une suite de coïncidences et de chances et d'opportunités. De sérendipité, comme on dit. Pardon ? De sérendipité, comme on dit. Ah, je ne connaissais pas. On en apprend tous les jours. C'est le mot savant qui veut dire au petit bonheur la chance. D'accord, c'est un peu ça. C'est un peu. Moi, je le vois comme une forme d'optimisme, en fait. C'est un peu dans chaque opportunité, choix que je pouvais faire, je regardais, je me disais tiens, il y a tout ça que je pourrais gagner. J'y vais. Alors, on parlait de déclic. Je parlais de déclic au début de l'enregistrement de ce podcast. On parlait de ce professeur de lettres. Ce n'est pas votre déclic. Alors, je le précise aux auditeurs parce qu'on a essayé de retrouver sa trace. Il s'appelle Dimitri Zonen. Alors, peut-être qu'il écoutera ce podcast et que vous reprendrez contact ensemble, même si vous avez gardé contact au fur et à mesure. Ce sera une autre personne déclic qu'on appellera dans quelques minutes. Je veux pas brûler les étapes. On va revenir sur votre projet. Votre parcours, on l'a compris. Vous partez de lettres pour arriver dans les sciences cognitives. La linguistique, c'est déjà un parcours en soi original, voire exceptionnel, mais je voulais qu'on se penche d'abord un tout petit peu sur Longue Action. Longue Action qui est votre projet pour lequel vous avez remporté un prix, IPHD, donc bravo pour ça. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, Longue Action, en fait, c'est très simple. C'est né de la nécessité de transmettre plus rapidement le résultat de nos recherches. C'est-à-dire que au sein des laboratoires dans lesquels je travaillais, on avait développé des outils de diagnostic des troubles dans la langue des signes française qui n'existaient pas jusqu'à présent. Et moi, ça me posait vraiment problème de me dire ça reste dans le monde de la recherche, ça va mettre 10-15 ans avant que des professionnels de santé apprennent, ne serait-ce que ça existe. Et donc, je voulais accélérer ce processus et je me suis dit, par quel organisme est-ce que je peux passer ? J'ai pas trouvé, donc je me suis dit, il faut que je fasse mon organisme de formation pour aller toucher le bon public, pour qu'ensuite les bénéficiaires puissent, donc les personnes sourdes qui feraient par exemple un AVC, puissent en bénéficier au plus vite. Alors, je vais repréciser, parce que moi, j'ignorais plein de choses en préparant ce podcast. C'est une chose que j'ai apprise, finalement, en le préparant. Il existe pas une langue des signes, mais des langues des signes. Et il y a des langues des signes françaises, italiennes, espagnoles et autres. C'est-à-dire que des personnes sourdes ou malentendantes, potentiellement, ne parlent pas la même langue des signes. Et donc, il y a un besoin de ressources pour chacun
chacune de ces personnes, c'est bien ça ? Bah, tout à fait. En fait, c'est vraiment, pour le coup, là, vous voyez la capacité humaine à développer des langues. C'est-à-dire, dès que vous avez une communauté de personnes ensemble, bah, il faut communiquer ensemble. Et donc, bah, un groupe de sourds français va communiquer, va développer des codes qui vont leur être communs, et ça va faire la langue des signes française. Et il n'y a aucune raison pour qu'un groupe d'Américains à l'autre bout du monde sache exactement comment les Français ont fait évoluer leur langue, etc. Donc, vous avez des liens de filiation entre les langues. Par exemple, la langue des signes américaine descend de la langue des signes française, de l'ancienne langue des signes française, mais ensuite elles évoluent chacune de leur côté, comme les langues orales en fait. Et le but de Langue Action, pour repréciser les choses aux auditeurs, est d'apprendre aux professionnels de santé à reconnaître dans les signes que pourraient leur faire les sourds et malentendants des signes de souffrance, des signes de pathologie. Alors, en fait, c'est vraiment diagnostiquer dans le signal linguistique. En fait, pour être très clair, ça peut être quand vous faites un AVC, ce que je ne vous souhaite pas, vous pouvez avoir... Je touche du bois. Vous pouvez avoir un impact à différents niveaux du langage. Ça peut être l'incapacité de retrouver les mots, de faire des phrases correctement ou des phrases compliquées. Et si on ne sait pas que vous avez ce problème-là, on peut pas vous aider et vous aider à récupérer votre faculté à communiquer. Et on n'avait même pas des outils de diagnostic de ça pour les langues des signes. C'est-à-dire que vous avez des personnes sourdes dont c'est la langue maternelle, qui s'expriment comme ça avec leurs amis, leur famille, et qui ne pouvaient pas être diagnostiqués comme ayant un problème et donc aidés. D'accord. Et Langue Action vise à réparer cela. C'est ça, en allant former du coup les professionnels directement, puisque ça s'adresse à eux. Vous avez déjà une preuve de concept de ça auprès de professionnels ? Ça répond à un besoin ? Alors ça, c'est une bonne question. C'est vraiment, pour le coup, quand on parle de marché de niche, c'est le cas. Ce qu'on a, en fait, c'est que, pour vous dire à quel point on était en arrière, on n'avait même pas de base de référence sur laquelle juger d'une bonne pratique de la langue des signes française. Donc on a commencé par ça, et c'est ce qu'on a. On a des bases de référence. Après, on n'a pas eu la possibilité pour l'instant de tester en clinique. C'est les étapes à venir, de voir si une personne sourde qui fait un AVC, est-ce qu'on peut vraiment la diagnostiquer avec ces outils ? D'accord. Ça, c'est la prochaine étape de Langue Action, finalement. C'est ça. Arriver dans la pratique clinique. C'est ça, exactement. Alors, chers auditeurs, comme promis, on va se pencher sur la personne. C'est une personne qui a... alors, je parle pas de Dimitri Zonen, hein, vous l'avez compris, on n'a pas réussi à le trouver. Mais il y a eu d'autres personnes importantes dans la vie académique de Charlotte. Et en particulier une que je vous propose d'écouter tout de suite. Allô ? Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, je m'appelle Caterina Donati et je suis prof à l'Université de Paris, prof de syntaxe, linguistique théorique. Et comment avez-vous connu Charlotte ? Alors, Charlotte était une étudiante que j'ai eue d'abord en fin de master, et puis qui est entrée en thèse avec moi. Voilà. Donc j'étais son directeur de thèse avec un collègue de l'ENS. Elle travaillait sur les structures subordonnées, sur les phrases enchâssées complexes en langue des signes française. Alors les structures subordonnées, des phrases enchâssées complexes. Alors, c'est compliqué à entendre, mais c'est assez facile à expliquer en fait. Pouvez-nous le dire juste en 2 mots, ce que c'est que... Alors, une phrase subordonnée ou bien une phrase complexe, c'est quand on a une phrase qui contient une autre phrase. Donc, ouais. La phrase subordonnée, ça va être la phrase qui est contenue dans la phrase principale. Quand je dis Yasmina croit que Paul devrait partir, Ouais. que Paul devrait partir, c'est une phrase subordonnée qui est dans la phrase principale. Absolument. Donc il y a une traduction de ça en langue des signes, dont on parle depuis le début. Toutes les langues ont cette capacité de mettre une phrase dans l'autre, et c'est une capacité importante parce qu'elle permet de faire des phrases très complexes et par exemple de se référer à la pensée de quelqu'un d'autre. C'est ça qui nous permet de dire il a dit que, il pense que. Donc c'est très important d'avoir cette capacité dans une langue. Et donc, c'était important de vérifier que la langue des signes française, comme les autres langues des signes qui ont été documentées jusqu'ici, avait cette capacité, cette possibilité, et comment elle se réalise effectivement. Et ça a été le travail de Charlotte. Exactement, sous notre direction. Donc, c'était une thèse assez classique, mais importante, parce que la langue des signes française est une langue très peu dotée, enfin sous-documentée. Donc, c'était quand même un travail pionnier, mais assez classique comme thématique. Qu'avez-vous pensé de Charlotte en tant que chercheuse ?
Bon, c'est une très bonne étudiante, très active, très intéressée, très sympathique, intelligente et tout. Elle vous écoute, elle est flattée, je crois. Je rougis. Et donc c'était une très bonne thèse, mais au début surtout, elle était bien et tout, mais pas vraiment encore, j'avais pas encore vu le déclic de la passion dans son travail, quand elle travaillait à sa thèse sur les subordinations. Ça c'était très bien, ça se passait très bien, mais voilà, sans d'envol génial encore. Et puis il y a eu un peu un changement quand elle a un peu changé son travail, je trouve. Alors expliquez-nous. Il y a eu un peu un accident, c'est-à-dire qu'on avait un projet à côté qui n'impliquait pas Charlotte, qui était celui d'essayer d'évaluer les compétences langagières des sourds en Europe, donc des adultes qui, en tant que sourds, pouvaient avoir accès à la langue des signes à un âge très différent, parce que on peut avoir accès à la langue par ses parents, donc très 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 jeune, ou bien plus tard, dans le cas des sourds, quand on est dans une famille de parents entendants. Donc la langue des signes arrive beaucoup plus tard. Donc on voulait comprendre l'impact de ce délai sur l'acquisition du langage chez les adultes. Donc c'était un grand projet, on avait une postdoc qui s'en occupait, et elle a eu un congé de maternité. Donc il fallait la remplacer. Et on a eu l'idée de demander à Charlotte, qui était à la fin de sa thèse, elle faisait pas ça vraiment, mais elle avait toutes les compétences. Et là, elle s'est un peu révélée pour cette recherche qui était basée sur la théorie encore, sur la linguistique, mais avec un côté pratique, organisationnel et aussi humain. Donc il fallait recruter des volontaires, les impliquer, les convaincre, leur expliquer, les faire venir, organiser leurs tests, organiser les données, les résultats, faire des analyses statistiques. Il y a tout un côté pratique. Oui. Et là, elle s'est vraiment révélée avec des capacités exceptionnelles, en plus de ses bonnes capacités d'étudiante. Donc là, ça a été pour moi vraiment une révélation, Charlotte. Charlotte, vous vous rappelez de ce moment et de ce changement de positionnement finalement? C'est encore un incident joyeux, comme il y en a eu d'autres dans votre carrière? Oui, moi, ça faisait longtemps que je voulais faire de l'expérimental. J'avais déjà fait une expérience avant ça dans ma thèse avec une de mes collègues, et j'ai toujours voulu avoir aussi cette part-là. Mais là, c'est vrai que le projet étant européen, à large échelle, plus j'aime bien travailler avec Caterina, et ça me permettait de rencontrer beaucoup de monde, et donc moi c'est tout ce qui me plaît. J'aime beaucoup échanger, faire des analyses précises. C'est ce qui m'avait plu aussi dans la linguistique par rapport à la littérature. C'était l'idée que les recherches étaient guidées par un formalisme, que c'était pas je ne veux pas insulter mes collègues de littérature, mais avoir l'impression de faire trop d'inférences sur l'auteur voulait dire ceci. Pour moi, ça, de ma perspective d'étudiante à l'époque, ça manquait un peu d'objectivité, de côté scientifique. Et donc là, j'étais à fond dedans dans le projet SignHub. C'était vraiment on a des tests, on doit les développer, et puis on les met en pratique. Et vous confirmez que c'est ça qui vous a mené à ce que vous faites aujourd'hui, finalement? Tout à fait. En fait, j'avais très envie de créer une entreprise, et je le faisais pas parce que j'avais pas d'idée qui me paraissait suffisamment singulière, suffisamment propre à mon parcours et à mes compétences. Et par ce projet, j'ai enfin eu le déclic. C'est pas pour placer le mot-clé, mais de me dire ça, c'est quelque chose que je pourrais faire, parce que c'est pas que je suis la seule, mais je suis parmi les rares personnes à pouvoir le faire. Donc ça m'enlève un peu mon syndrome de l'imposteur. Que vous aviez ressenti jusqu'alors? C'est pas ça, c'est plutôt dans l'idée de créer une entreprise. Là, j'aurais eu le syndrome un peu de l'imposteur. J'ai même là, d'être présente dans le podcast, etc. Je suis un peu timide, parce que c'est encore un projet que j'ai pas encore suffisamment avancé pour en être fière, et etc. Donc j'en parle, mais avec beaucoup de réserve quand même. Mais oui, donc voilà, c'était enfin la conjonction entre mon envie de me lancer dans l'entrepreneuriat et la bonne idée. Et en plus, il y avait ce côté aussi utile, c'est-à-dire que pour le coup, je voyais le bénéfice que ça pouvait apporter directement à la communauté sourde aussi. Cette utilité sociale presque de l'innovation que vous portez, elle est importante pour vous? Oui, vraiment.
Je voulais surtout pas faire parce que parmi les options que j'avais considérées, je me disais je pourrais peut-être faire des formations linguistiques en entreprise. Là aussi, je ne veux pas insulter les collègues, mais j'avais peur d'être un peu dans quelque chose d'un peu trop bullshit et j'avais besoin que ce soit utile. Un peu trop marketé, voilà. Un peu trop utilitaire peut-être. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. J'avais besoin de savoir que ça allait être utile. Et utile directement auprès de ceux avec qui vous avez déjà travaillé, en fait. Oui, c'est ça. Et Langue Action, alors aujourd'hui, vous allez pouvoir nous donner quelques informations sur l'avancée du projet, précisément. On comprend que c'est une naissance à laquelle on assiste, mais qu'est-ce qui va se passer dans les mois et peut-être dans les années à venir pour vous ? Pour moi, là, les prochaines étapes, donc il y a cette idée aussi quand même de voir si on peut le tester en milieu clinique. Ce qui est bien, c'est que en fait, ça s'aligne avec mes objectifs de recherche aussi en tant qu'enseignant-chercheur. Donc du coup, tant que j'avance dans mes recherches, ça nourrit aussi mon projet d'entreprise. Et donc, les prochaines étapes, c'est de le développer en milieu clinique et surtout d'aller ensuite se renseigner auprès des orthophonistes, des professionnels de santé pour leur proposer ma solution. Parce que vous ne l'avez pas précisé jusqu'à présent, mais vous êtes maître de conférence depuis peu d'ailleurs à Paris 8. Oui, c'est ça. J'ai eu le poste, j'ai passé les concours en avril ou en mai de cette année, un peu en plan B, en me disant j'ai mon projet d'entreprise. Je sais que c'est impossible d'avoir un poste de maître de conférence, mais là, il y en a 2 qui... Tant Catherine a rigolé, effectivement, oui. Ça semble impossible de nos jours, malheureusement, mais c'est fait quand même, vous l'avez eu. Ouais. Oui, mais c'est pas faute de m'avoir répété que non, mais on n'a pas un poste comme ça juste 2 ans après avoir fini sa thèse. Mais il se trouve que j'ai eu de la chance et voilà. Encore une fois, j'ai envie de dire. Encore une fois, oui. Beaucoup de chance. Katharina, je vous écoute très bien. Vous, ce parcours, celui de Charlotte, vous l'avez déjà connu, vous qui avez certainement encadré d'autres étudiants, d'autres chercheurs, chercheuses. Alors, je crois que Charlotte a eu de la chance, c'est vrai, c'est-à-dire qu'elle a eu les opportunités au bon moment, même peut-être tôt dans sa carrière, mais je pense qu'elle a aussi énormément de mérite. Donc, c'est vrai qu'il arrive à des étudiants qui ont beaucoup de mérite de ne pas avoir l'opportunité pour créer une entreprise ou bien pour entrer à l'université parce que tout simplement, il n'y en a pas l'occasion, et elle l'a eu. Mais elle a vraiment beaucoup de mérite et surtout, elle a cette capacité qui est assez exceptionnelle dans notre milieu de chercheurs de conjuguer une très bonne intelligence et de grandes capacités de recherche et ces capacités aussi humaines, pratiques, qui ne sont pas très fréquentes dans notre milieu où on est un peu des geeks souvent, on est un peu timide, on ne sait pas trop comment faire les choses pratiques avec les gens, voilà. Elle a cette capacité humaine et organisative, en plus de ses capacités de chercheur, qui la rendent, je pense, vraiment exceptionnelle et elle a eu la chance de pouvoir le montrer et d'avoir très vite des succès qui vont l'amener à pouvoir réaliser ces projets qui sont très bien. Alors chercheuse, prof, maître de conférence en tout cas, donc une charge d'enseignement comme on dit, et entrepreneuse. Comment vous voyez les choses, même dans votre agenda, on va dire personnel, ça fait beaucoup de projets à la fois. Oui, c'est pas peu de le dire. Puis en plus, en même temps que j'ai eu mon poste, j'ai aussi eu une petite fille, donc j'ai eu beaucoup de choses en même temps. Honnêtement, là, je vis de deadline, c'est-à-dire grâce à iPhD, j'ai un coaching sur mon entreprise. Ça me permet d'avancer un peu à marche forcée, c'est-à-dire que comme on a des devoirs chaque semaine, ça me permet de me dire, allez, là, il faut faire ça, comme ça me fait avancer. Et puis pareil pour mes cours. Là, il faut préparer mon cours parce que sinon, j'ai rien à présenter à mes étudiants. Sur une première année, en plus, faut tout préparer. C'est ça. Donc, c'est vraiment du séquençage de ma semaine et de la priorisation. Priorisation. Je crois. Katharina, priorisation. J'ai 2 linguistes au bout du fil, j'en profite. Je suis linguiste, mais pas française, donc je suis la moins titulée pour vous donner. On va appeler un philologue en plus, alors. D'accord, voilà. Sinon, on fait une paraphrase, on dit donner la priorité, ça marche aussi. Voilà. Une phrase subordonnée. C'est ça. Merci à vous deux. Merci Katharina d'avoir témoigné pour Charlotte. Merci à Charlotte d'avoir témoigné tout court de votre parcours. On souhaite bon vent à Langue Action. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté le Déclic Deep Tech, saison 2. Je m'appelle Laurent Simon. Lisez The Meta News, ça fait pas de mal. Et à très bientôt.
Ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France dans les studios de chez Jean Productions. À très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.